Pour la partie suivante, sur l'intégration des enjeux actuels de formation, nous avons le plaisir de vous présenter les éléments sur 3 présentations. Pour cette présentation, nous accueillons Bernard Caron, qui est le vice-président de la transformation du premier cycle au sein de l'université. Vous aurez aussi des sujets sur l'internationalisation avec Ingrid Lerue et Yannick Vidal. Ingrid Lerue est manager du projet UNITA, elle pourra vous en parler. Et Yannick Vidal est ingénieur pédagogique, avec moi-même, au sein du département Apprendre. Et nous accompagnons les licences sur l'approche par compétences. Et présent également ici Laurent Taboureux, notre directeur du département Apprendre. Lorsqu'on parlait de comment accompagner les enseignants sur leurs enseignements, eh bien c'est avec le département Apprendre qu'il est possible de faire cela. Je laisse tout de suite la parole à monsieur Bernard Caron pour lancer la première présentation. Ingrid va nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je me présente pour ceux qui ne sont pas à l'université Savon-Blanc. Donc, je suis Bernard Caron, vice-président en charge de la transformation du premier cycle et responsable du projet Aspire, enfin responsable scientifique et technique, le terme exact, du projet Aspire, qui a comme objectif la réussite des étudiants à travers différents axes et évidemment la transformation pédagogique dont on va parler maintenant. Ingrid, s'il te plaît, il ne faut pas avoir peur. On peut démarrer. Alors, le plan de la présentation, je présente tous ceux qui vont faire une intervention là, dans cette partie. Donc, on va commencer par expliquer comment intégrer les nouveaux enjeux des formations. On va prendre 2 exemples. Je vais traiter la transition écologique pour un développement soutenable, qui fait partie des demandes de notre tutelle pour intégrer ces éléments dans nos formations. Ensuite, Ingrid parlera de l'international, comment avec Yannick. Et on s'arrêtera pour faire une première phase de questions, parce que sur ces 2 aspects, on a un petit peu plus de réflexion sur ce qu'on doit faire, comment il faut le faire. Et puis ensuite, Laurent Taboureux nous parlera plutôt de réflexion concernant l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, on repassera à une autre phase de questions, plus sur l'aspect intelligence artificielle. Sachant que là, on a un petit peu moins d'idées. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup de choses. Alors quand je dis des idées, c'est des idées d'axe où on veut aller. Des idées, on en a plein. Mais pour l'instant, il y en a un petit peu partout. Voilà le plan de la présentation. Tu peux passer à la... Alors c'est peut-être moi qui dois appuyer là. Oui, ça doit être ça. Donc comment intégrer les nouveaux enjeux des formations? Alors, c'est pas le bon sens. Alors, quelques constats. Donc aujourd'hui, toutes les formations ont ou vont mettre leur référentiel de formation en approche par compétences. Alors je dis on parce que les BUT c'est déjà fait, les licences c'est déjà fait. Les masters, il y aura un cadrage pour le faire. Et l'école d'ingénieurs est en cours de le faire. Donc, dans peu de temps, l'ensemble des formations de l'université à Sauveur-Mont-Blanc seront en approche par compétences. Alors, j'ai oublié les licences pro et puis quelques autres diplômes. Mais eux aussi devront passer en approche par compétences. Ce qui se trouve dans ce référentiel, on va le rappeler tout à l'heure, hein, je vais donner un exemple, tout ce qui se trouve dans le référentiel doit être acquis par les étudiants. C'est-à-dire si on fait un référentiel de formation, lorsqu'un employeur va le lire, ou lorsque M. Grandjean va le lire, on va se dire, ils savent faire ça. Voilà. Donc si vous avez mis ça dedans, et que l'étudiant ne sait pas faire, c'est pas normal. Donc ça veut dire que votre référentiel, il n'est pas en adéquation avec ce qu'on appelle le profil de l'étudiant. Et à l'inverse, ce qui n'y est pas n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si vos étudiants font des choses dans leur formation, mais que vous ne l'avez pas mis dans le référentiel, alors c'est pas interdit, hein, bien évidemment, mais ça sera valorisé autrement. C'est ce qu'on appelle le supplément au diplôme, par exemple. Hein, c'est pas dans le dur du diplôme, mais c'est des choses que peuvent faire en plus les étudiants. Donc, par rapport aux nouveaux enjeux,
et j'en ai cité 3 tout à l'heure, donc la transition écologique pour un développement soutenable, l'internationalisation et l'intelligence artificielle. Ça veut dire que si on veut les intégrer pour que les étudiants sachent faire quelque chose sur ce sujet, eh bien, il va falloir modifier le référentiel. Alors, modifier le référentiel, c'est comment intégrer cela dans ce référentiel, et puis surtout, il va falloir évaluer tout ça. C'est-à-dire que si on demande à ce que les étudiants sachent faire quelque chose de nouveau, il va falloir aussi mettre en place des évaluations pour vérifier que ceci a été acquis. Alors, quelques rappels concernant l'approche par compétences, mais M. Grandjean a bien introduit le sujet tout à l'heure. Donc franchement, je remercie à nouveau pour son intervention. Donc on a un nombre réduit de macro-compétences. Alors j'ai mis macro parce que le mot compétence étant utilisé dans différents sens. Je rappelle que dans le cadre de l'APC, le nombre de compétences qui qualifie une formation est assez réduit, c'est de 3 à 5 en général. Et donc c'est pour ça que j'ai mis le mot macro pour ceux qui ne seraient pas au cœur du sujet de l'approche par compétence. Mais en général, enfin en APC, on appelle ça tout simplement compétence. Ensuite, on a des composantes essentielles. C'est la qualité de l'acquisition de la compétence. C'est les fameux en quelque chose qui a été rappelé tout à l'heure. C'est-à-dire que il faut aussi, pour pouvoir évaluer la compétence, il faut avoir un critère de qualité, et c'est ces fameuses composantes essentielles. Alors, ensuite, on a aussi les apprentissages critiques. C'est ce que doit savoir l'étudiant, qui va être agrégé à travers une situation complexe, justement pour montrer que l'étudiant va montrer qu'il est compétent sur quelque chose. Et puis là où il va pouvoir le montrer, c'est dans les fameuses situations d'apprentissage et d'évaluation, donc ce qu'on appelle souvent SAE, en utilisant un acronyme, et ça fera l'objet d'un atelier cet après-midi. C'est comment utiliser des grilles critériées pour réaliser une évaluation dans le cadre d'une SAE. Et puis il y a des ressources. Alors les ressources, ce sont les enseignements, les modules, les UA, les UE, tout ce qui est mis à disposition des étudiants pour justement être utilisé dans les situations d'apprentissage et d'évaluation. Bon, ça c'est juste un rappel de ce que normalement tous les enseignants de l'USMB doivent savoir. Et pour être un peu plus concret, alors je la découvre parce que ce n'est pas celle que j'avais mise. C'est la licence de, je ne sais pas. C'est la licence de. C'est sociaux. Ouais, ça doit être ça. Alors, comment c'est organisé? Donc on voit tout en haut le titre de la compétence, formaliser, communiquer, diffuser des connaissances. Les fameuses composantes essentielles, c'est les critères de qualité d'acquisition du niveau de compétence, parce que vous savez qu'il y a jusqu'à 3 niveaux pour l'acquisition d'une compétence, donc en produisant un écrit, en s'adaptant aux différents auditoires. Mais c'est justement l'exemple qui a été rappelé tout à l'heure par M. Grandjean. Des niveaux de développement. On a vu qu'une compétence peut avoir différents niveaux. Les apprentissages critiques, les acquis d'apprentissage, on les appelle aussi apprentissages critiques. Développer ses capacités rédactionnelles, maîtriser des logiciels, etc. Et puis on voit là où il y a les croix, ce sont les fameuses ressources, en fait les enseignements, qui vont permettre d'acquérir cette compétence à travers les acquis d'apprentissage ou les apprentissages critiques. Donc ça, c'est un exemple donc, de sociologie, mais je crois qu'on me l'avait changé, mais finalement, c'est celui que j'avais initialement pris à titre d'exemple. Aujourd'hui, toutes les formations de l'USMB sont organisées de cette manière. Les BUT, c'est au niveau national. Et en fait, à l'USMB, on n'a pas réinventé la roue. On a utilisé la même structure pour donner le référentiel de formation des formations licence. Et probablement qu'on fera la même chose pour les formations de master. Et Polytech, c'est pareil, puisqu'on travaille ensemble sur ce genre de présentation. Alors, premier exemple, la transition écologique pour un développement soutenable. C'est un cadrage du ministère pour le premier cycle.
C'est-à-dire que le ministère nous demande de former à la transition écologique pour un développement soutenable. J'ai cité une base de socle de connaissances et de compétences. J'utilise là les mots qui se trouvent dans le document du ministère. Il faut que les étudiants abordent le changement climatique, les biodiversités, sa préservation, les ressources et leur disponibilité, et la transition juste et équitable. Alors, pour ceux qui sont au courant qu'il y a 4 conférences qui ont été mises en place par l'USMB, il y en a déjà 3 qui ont lieu. La prochaine, c'est la semaine prochaine, en fait, aborde ces 4 thèmes. D'accord ? Et donc, nous, c'était une façon collective d'aborder ces grands enjeux de la transition écologique. Bon, tout à l'heure, j'ai dit, si les étudiants doivent avoir acquis ces compétences et ces connaissances, il faut que ça soit dans le référentiel de formation. Parce que si ce n'est pas dans le référentiel de formation, il n'y a pas de raison que les étudiants sachent tout cela. Donc à chaque fois qu'il va y avoir une contrainte, alors soit externe, soit interne, parce que par exemple, nos relations avec le monde du travail, nos relations avec les lycées montrent qu'on doit ajouter des choses dans ce que doivent savoir les étudiants, bah, ça veut dire qu'il faut toucher au référentiel de formation. Alors je suis désolé pour les collègues qui ont passé quelquefois des années à établir leur référentiel de formation. S'ils ont cru que c'était fini, je suis désolé pour eux, c'est quelque chose qui va vivre tout le temps. D'accord ? C'est vraiment un objet qu'on doit faire vivre. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait une fois et qu'on ne regardera plus. Il y a une autre façon de voir les choses. On passe en mode amélioration continue de la formation, c'est-à-dire plutôt que tous les 4 ans ou avant 5 ans, on fait un RAZ complet, puis on réfléchit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est toutes les années, tout le temps, on se pose la question comment améliorer la formation. Et donc, toutes les années, on peut être susceptible, alors je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement, hein, bien évidemment, mais on peut être susceptible de modifier le référentiel de formation. Alors, je vais vous poser une question, et pour ça, vous allez répondre. Alors, on va faire comme justement dans les conférences TED, où peut-être que vous avez déjà cette pratique, mais visiblement, c'est le cas. Vous sortez votre téléphone. Alors, normalement, vous pouvez scanner le QR code, mais si vous n'avez pas ce qu'il faut pour scanner, vous allez simplement sur wooklab.com. Alors, je passe un peu de temps pour bien vous expliquer, mais tout le long de la présentation, il y aura des questions qui vous êtes posées par les autres intervenants. Et quand vous êtes sur wooklab.com, normalement, on doit vous poser une question. Vous avez un champ pour donner le code de l'événement qui est tout simplement Aspire25. Alors, je pense qu'il faut respecter majuscule, minuscule. Donc, faites attention à ça. Et quand vous avez fait tout ça, normalement, vous allez pouvoir répondre à un questionnaire. Mais attendez, je n'ai pas encore posé la question. Oui, ça s'affiche, mais moi, je ne l'ai pas encore affiché. Mais j'attends un peu que tout le monde soit calé sur le site Wooklab. Pour ceux qui ne connaissent pas, Wooklab, ça va vous permettre de voter et puis de récupérer vos réponses et puis d'analyser vos réponses parce que c'est très intéressant de voir comment vous allez répondre à la question, sachant que la question est dans quelle partie du référentiel est-il préférable d'introduire le socle de compétences TEDS. Alors comme je ne vois plus de téléphone levé, je pense que ça doit être bon. Alors, vous avez, je pense, vous pouvez répondre 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez appuyer sur plusieurs touches parce qu'il y a plusieurs réponses possibles. D'accord ? Donc, si vous pensez que l'on peut modifier ou ajouter une compétence, vous appuyez sur 1. Modifier, ajouter une composante essentielle, ça sera 2. Modifier, ajouter des apprentissages critiques, ça sera 3. Modifier, ajouter des situations d'apprentissage et d'évaluation, ça sera 4. Modifier, ajouter des ressources, ça sera 5. Je viens de balayer tous les éléments du référentiel que je vous ai présenté tout à l'heure dans le cadre de la sociologie. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour voter. Le nombre de votants s'affiche tout à gauche, là, donc tant que ça progresse, je vous laisse un petit peu de temps. Normalement, on est largement plus d'une vingtaine à répondre, normalement, hein, donc n'hésitez pas à répondre. Il
Il n'y a pas de diplôme à la fin, donc vous pouvez répondre honnêtement avec ce que vous savez. Pardon? Même pas un petit badge. Mais on va en parler après des badges. Voilà, bon, je vous propose d'arrêter le sondage maintenant. Enfin, vous pouvez encore répondre hein, pendant que je parle, il n'y a pas de souci. On peut passer à la présentation de vos réponses. Donc, il y a une grosse majorité qui indique modifier, ajouter une composante essentielle. Ensuite, on trouve les apprentissages critiques, les situations d'apprentissage et d'évaluation, modifier, ajouter des ressources. On a un peu moins grand nombre. Et puis, assez minoritairement, pour un quart, modifier, ajouter une compétence. Alors, ça va permettre aussi de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'un référentiel. Ajouter, modifier une compétence, c'est vraiment quelque chose en dur de la formation. Si je prends génie électrique et informatique industrielle, je parle de choses que je connais un peu, on va retrouver des compétences sur savoir maîtriser un système automatique, un système électronique, des choses comme ça. On a dit que c'était des macro-compétences. Donc si on commence, parce qu'il y a une nouvelle chose qui arrive, changer la compétence, qui est quelque chose de dur dans la formation, on va passer notre temps à modifier les compétences. Et normalement, c'est quelque chose qui ne devrait pas changer. Ou alors si ça change, c'est parce que il y a un besoin de changer profondément la formation, et probablement par rapport aux métiers nouveaux. C'est-à-dire, il y a des métiers nouveaux qui arrivent, on va rajouter une compétence, et ajouter une compétence, ça voudra dire forcément en enlever une autre, parce qu'on ne peut pas mettre une dizaine de macro-compétences dans une formation. Donc, a priori, intégrer quelque chose de nouveau, c'est pas tellement sur la compétence elle-même, disons sur les macro-compétences. Clairement, et là, vous avez répondu majoritairement sur modifier, ajouter une composante essentielle. On a vu que, enfin, je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'une composante essentielle, ça va être le critère de qualité d'acquisition de la compétence. Et justement, le critère de qualité, ça va être justement en respectant la transition écologique pour un développement soutenable, en utilisant l'intelligence artificielle ou en ayant une démarche à l'international. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, et vous comprenez que si à chaque fois on avait dû ajouter une compétence pour l'international, pour les TEDS et pour l'IA, on va se retrouver rapidement avec énormément de compétences et c'est pas jouable. Donc, nous, ce qu'on privilégie, c'est ajouter, modifier une composante essentielle. Néanmoins, les autres réponses sont vraies aussi. Peut-être que dans ce que vous faisiez actuellement, je prends l'exemple des TEDS, il y avait déjà un tas d'enseignements qui touchaient les TEDS. Donc peut-être qu'il n'y a pas besoin de modifier les apprentissages critiques, ils étaient déjà présents. Il n'y a pas besoin de rajouter des situations d'apprentissage et d'évaluation, peut-être de les faire évoluer. Il n'y a pas forcément besoin d'ajouter des ressources, de nouveaux enseignements. Peut-être qu'il faut en faire évoluer quelques-uns, mais il n'y a pas besoin de refaire de nouveaux enseignements. Faire de nouveaux enseignements, ça veut dire enlever aussi des enseignements. Clairement, nous, ce qu'on privilégie, c'est pas de faire un enseignement spécial TEDS, spécial IA, spécial international, spécial, tous les trucs qui vont arriver par la suite, parce que sinon on va retomber dans le défaut qui a été signalé tout à l'heure, c'est qu'on a des pièces les unes à côté des autres et qui ne s'emboîtent pas et qui ne font pas un tout. Donc nous, ce qu'on privilégie, c'est plutôt que le TEDS soit... Alors dilué, c'est souvent mal interprété, mais utilisé, abordé dans la plupart des enseignements. Et ça, c'est la meilleure façon d'aborder les TEDS. Parce que sinon, on fait un enseignement TEDS, on mettra une note, l'étudiant a eu 0, mais il fait une moyenne avec plein d'autres trucs, et puis finalement, il n'y connaît rien au TEDS, mais il a quand même son diplôme. Alors que si les TEDS sont présents partout dans la formation, alors je suis d'accord que partout c'est peut-être idéal et un peu exagéré, mais dans une partie, on va dire, non négligeable de la formation, et que ça se retrouve dans différents enseignements, dans différentes années, c'est évidemment beaucoup plus intéressant de procéder de cette manière. Donc, prendre les TEDS en disant je vais mettre 3 ECTS sur un cours ECTS, ça peut être utile, mais pour aller au bout de la démarche,
il faut que ça se diffuse dans une grande partie des enseignements. Alors, dans le cadre des TEDS, qui était donc l'objet... Ah, voilà, tu peux revenir sur la présentation. Donc, dans le cadre des TEDS, donc ça, vous avez répondu à la question. Ben, nous, ce qu'on propose, c'est d'ajouter une composante essentielle, c'est en tenant compte des transformations à mettre en œuvre nécessaires à la transformation écologique pour un développement soutenable. Si vous analysez cette phrase, elle est très large. Toutes les formations peuvent se l'approprier. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que toutes les formations intègrent cette composante essentielle ou du moins en premier cycle. Alors, je sais qu'avec les BUT, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un référentiel national. Et que probablement, cette composante essentielle sera ajoutée au niveau national et probablement pas sous cette forme. Mais ça n'a pas d'importance, l'esprit sera conservé. Par contre, en licence et en master, c'est quelque chose qu'on pourrait facilement faire parce que l'avantage en licence et en master, c'est que le référentiel, on le possède entièrement, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. Donc l'idée, c'est d'avoir une unique composante essentielle ajoutée dans toutes les formations, normalement ajoutée dans toutes les formations, puisque en premier cycle, c'est quelque chose qu'on nous demande de faire. Et concernant les masters, c'est quelque chose qu'on a dit qu'on allait faire dans le cadre du projet Shine. Donc, le message, c'est qu'il va falloir modifier le référentiel de formation pour intégrer les TEDS. On propose d'ajouter une composante essentielle. Alors, je dis bien on propose, ça sera discuté tout à l'heure en atelier. On va débattre là-dessus, on va voir est-ce que ça pourrait être intégré dans nos formations. Alors, je voudrais quand même passer un message, c'est qu'aujourd'hui, la partie TEDS, que ce soit en licence ou en master, est principalement, on va dire, pris en charge par le projet Shine et l'Institut des transitions. Merci, j'étais en train d'oublier le mot. Donc, ça veut dire que si cet après-midi, on se met d'accord sur comment modifier le référentiel, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Là, c'est clairement dans le cadre du projet Shine, avec qui il va falloir travailler, que ce soit en licence et surtout en master. Je veux bien faire passer ce message. Alors, ça ne vous empêchera pas de réfléchir, est-ce qu'il faut modifier des apprentissages critiques? Il y aura des débats qui pourront être menés par l'équipe qui va animer l'atelier cet après-midi. J'ai terminé avec cette partie de la présentation. Donc Ingrid, je te cède le micro. Merci Bernard, merci beaucoup.